Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Canal 2 International. Forte odeur de crimes rituels à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est la découverte d'un corps au quartier Akwa très tôt ce matin qui alimente tous ces soupçons. Les hématomes et les signes portés sur ce cadavre amènent les uns les autres à croire justement qu'il s'agirait tout simplement de crimes rituels. Une enquête est ouverte, mais les premières pistes justement vont vers ces différents soupçons. C'est Journée mondiale des archives aujourd'hui. Le Cameroun cherche les voies et moyens pour aller vers la numérisation des archives. L'année dernière, justement, on présentait cet odieux spectacle justement des archives dans les différentes administrations et même aux archives nationales. Le discours porté par le ministre des Arts et de la Culture aujourd'hui va dans le sens de la construction de cette importante étape du développement, la numérisation des archives. Et puis naturellement, dans ce journal, on parlera beaucoup des Lions indomptables du Cameroun avec leur arrivée au Brésil finalement aujourd'hui après un week-end joyeux et finalement tumultueux à Yaoundé. Joyeux avec la victoire 1-0 face à la Moldavie. Tumultueux avec ses vrais faux départs et cette grosse querelle autour des différentes primes. Et une question fondamentale soulevée dans ce journal, à qui finalement la faute? Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir. Je signale dans ce journal qu'on aura des images exclusives venant justement du Brésil. Les premiers pas des Lions indomptables sur cette terre qualifiée de terre de football. Après, bien entendu, le passage assez difficile à Yaoundé et cette affaire de prime. Le temps de rentrer à Douala et d'évoquer ce corps qui a été retrouvé très tôt ce matin au quartier Akwa. Selon les premières indications et les premiers signes, il s'agirait d'un crime rituel. Robert Chalitok. Qui a tué l'homme dont le corps tuméfié a été découvert aux premières heures de la matinée en plein cœur de la capitale économique Douala, au lieu du carrefour soudanaise. Pour les riverains outrés, le cadavre avec des raflures profondes sur les jambes, le cerveau siphonné, les pieds tordus, écrasés et ligotés aurait été déposé à cet endroit par des inconnus. La dépouille, dont seul le sexe permettait de distinguer son genre, serait un homme dont l'âge varie entre 35 et 45 ans. À observer le corps de près, tout porte à croire à un retour des crimes rituels. Les premiers éléments de l'enquête menée par les éléments de la gendarmerie laissent comprendre que le corps aurait été traîné sur de très longues distances. Des données que corroborent les sources policières qui affirment que la victime aurait été déposée en ce lieu après avoir été copieusement mutilée. Pour des besoins d'enquête, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital de la Kentini. Affaire à suivre donc, comme cette affaire qu'on suit depuis quelques mois maintenant du côté de Bamenda. On en parlait déjà dans le cadre des éditions d'information sur Canal 2 International. C'est un chef de la communauté musulmane qui était gardé déjà depuis environ 7 mois et qui vient d'être condamné à 2 ans et 6 mois de prison ferme dans le chef de la région du Nord-Ouest. On ne comprend pas beaucoup cette condamnation contre une notabilité traditionnelle d'ailleurs qu'on appelle à l'arbitrage du gouvernement dans cette affaire qui a remis au devant de la scène des querelles autour de la gestion des mosquées. Lil Pijou, Annie Collins. Sarki Ousmane Balarbe, condamné à 2 ans 6 mois de prison. Le chef de la communauté musulmane de Old Town Bamenda a été accusé d'agression et de tentative d'assassinat dans une affaire qui a commencé par un conflit sur qui devrait gérer la mosquée centrale. Au domicile de Sarki, la famille crie à l'injustice et à la corruption. Le jugement qu'on a fait, ce n'est pas clair. Il y a un choua qui est dedans. Bon, moi je ne sens pas bien avec toute ma famille. Parce que je suis désolé, je n'ai même pas de force pour porter toute la famille là. Parce qu'on est à 64 dans cette maison. Interdit d'assister à la scène de publication du jugement, la famille appelle la médiation du gouvernement. Je demande au gouvernement de voir ce qui passe et faire ce qu'il faut faire. Rappelons qu'il y a quelques semaines,
les musulmans sont descendus dans les rues de Bamenda, exigeant la libération du dit chef, incarcéré il y a 7 mois. Ils ont été déguerpis par les forces de maintien de l'ordre. L'histoire commence avec la désignation d'un nouvel imam de la mosquée centrale par ce chef traditionnel suite au décès de l'ancien. Les choses dégénèrent au moment où un opérateur économique de la localité, après avoir construit une nouvelle mosquée, aurait voulu leur imposer un nouvel imam, selon les informations recueillies sur les lieux. Parlons toujours d'arbitrage, mais cette fois-ci en économie. Ce sont les portes du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui se sont ouvertes ce matin pour évoquer un sujet crucial. Tout le monde en parle, l'arbitrage au centre justement des conflits commerciaux. Mais dans le fond, beaucoup ignorent les usages et les procédures. Serge Bonjer. Créé en 1998 dans le souci de doter le GICAM d'un outil juridique susceptible d'assurer un règlement discret et rapide du groupement interpatronal du Cameroun, tient à informer davantage ses membres et autres invités juristes d'entreprise, avocats, magistrats, chefs d'entreprise, sur la vitalité de ce centre dans la résolution des conflits et surtout l'appropriation par toutes les parties des règlements de litige. Le colloque ouvert ce 9 juin 2014 à Douala vise une meilleure connaissance du fonctionnement des organes, la maîtrise du règlement d'arbitrage du centre et l'examen des questions sur l'éthique et la responsabilité. L'arbitrage est devenu une activité qui se professionnalise et qui se développe. Les hommes d'affaires, de plus en plus, au lieu de faire appel à la justice étatique, ont recours à l'arbitrage parce que c'est plus simple et c'est plus efficace. Pour le professeur Jean-Marie Tiakoua, l'arbitrage n'est pas un premier degré de juridiction. Par conséquent, l'État se réserve un contrôle sur la manière avec laquelle la justice est rendue. La juridiction étatique ne peut venir qu'en dernier ressort. L'arbitrage n'est pas fait pour que la justice étatique intervienne. Les gens, les hommes d'affaires qui choisissent de venir en arbitrage doivent être conscients qu'ils veulent régler définitivement leur litige dans le cadre de l'arbitrage. Mais il peut y avoir un incident au niveau de la mise en exécution. Le recours en annulation d'un acte a fait l'objet de tout un module, l'opposition, le jugement par défaut relatif au système de voie de recours. L'évaluation des frais d'arbitrage avec un impact sur la procédure était au centre des débats. Dans son chemin vers l'émergence au Cameroun, on parle beaucoup de production, mais on devrait également parler de consommation, surtout des produits locaux. Sauf qu'au Cameroun, on se rend compte que certains produits locaux ne sont pas du tout consommés, notamment le café, le cacao, même les produits textiles. Les Camerounais préfèrent consommer des produits venant d'ailleurs, parfois pour des raisons de snobisme, ce qui a des conséquences lourdes sur cette marche vers l'émergence. Jean-Christian Akam. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café déplore le fait que ce sont les Occidentaux qui consomment le café camerounais. À peine 5% de la production nationale, alors que le volume de production augmente chaque année de 2%. Ce conseil est allé fin mai dernier jusqu'à faire un plaidoyer pour que la consommation locale du café passe de 5 à 50%. Quant au secteur textile, s'il occupe de plus en plus une place de choix dans les habitudes vestimentaires, le port du vêtement ou du boubou-pagne nourrit de préférence le marché ouest-africain. 97 milliards de francs CFA ont été déboursés en 2011 pour l'importation du pagne, selon le ministère camerounais du Commerce, période durant laquelle le chiffre d'affaires de la saude et coton régressait de 11%. À peu d'exceptions près, les secteurs laitiers, touristiques et autres souffrent des mêmes entorses liées pour l'essentiel à cette facilité avec laquelle les Camerounais s'orientent vers la consommation de produits exotiques, espérant par là se mettre en valeur. Sans se refermer sur soi, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 est aussi tributaire de certaines habitudes de consommation. Lesquelles habitudes devraient encourager l'investissement local, la création des emplois et le transfert des technologies. Produire ce qu'on ne consomme pas serait d'autant plus contre-productif que consommer ce que l'on ne produit pas. On l'a annoncé à quelques jours au conditionnel. L'information vient d'être confirmée par les services de l'Assemblée nationale du Cameroun. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, arrivera au Cameroun demain
pour une visite qui s'étalera jusqu'au 14 juin prochain à l'invitation justement de Kavaye Guédibri, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Le programme détaillé n'est pas encore clairement défini. On peut déjà annoncer le 12, après l'ouverture de la session parlementaire qui interviendra le 11. Il aura un passage à l'hémicycle de Ngouaïkele où il prononcera un discours, mais l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun a déjà annoncé que le 14 juin prochain, Guillaume Soro échangera à Yaoundé avec la presse camerounaise. À Yaoundé, on parle également aujourd'hui des faux diplômes qui ont été détectés, mais également des grandes manifestations autour de cette journée mondiale des archives et une préoccupation, celle de la numérisation. On va sur la voie du numérique justement retrouver à Yaoundé Arlé Debo-Andébé pour ces informations et beaucoup d'autres. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Debo-Andébé. Donc, c'était ce 9 juin à Yaoundé. Toutoumou, ministre des Arts et de la Culture, a présidé la cérémonie. On parle beaucoup plus de la numérisation des archives au Cameroun. Reportage, Merveline Tapi et Luc Mvondo. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des archives ce jour. Instituée en 2007, la date du 9 juin est retenue par les Nations Unies en réponse à une demande du Conseil international des archives, dans le but de préserver, sauvegarder et protéger les archives, patrimoine de l'humanité. Et le Camerounais tout entier doivent comprendre ça, que les archives doivent servir comme le sang qui doit faire marcher le corps de l'administration camerounaise. On dit aujourd'hui qu'on est en train de estimer que les archives, c'est un nouveau monnaie que l'administration doit utiliser pour leur performance, pour leur efficacité et leur efficience. La contribution des archives dans la performance des administrations, enjeux et défis, est le thème retenu pour cette 7e journée internationale des archives. L'archivage devant lui-même faire face aux défis de la mondialisation. Ce qui est en vogue maintenant, c'est les archives numériques. Il faut les gérer. D'abord, pour les gérer, il faut les créer. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a commencé, le Premier ministre, chef de gouvernement, en 2011, a instruit, a orienté les archives, la direction, pour élaborer un plan national de numérisation. Ce qui est fait. Le ministre Amatou Toumouna, des Arts et de la Culture, a procédé à la direction des archives nationales au lancement des activités marquant cette journée, la 2e du genre au Cameroun. Ces activités, qui s'étendent sur la semaine, s'achèvent le vendredi 13 juin prochain. 223 dossiers sur la table de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger. La commission à Mme Djewakal est à pied d'œuvre avec une interrogation centrale. Quelle équivalence entre diplôme, titre scolaire et grade universitaire étranger et quelle reconnaissance de quelle école internationale? Esquisse de réponse avec Ghislain Pierre-Essounou. Le nombre de faux diplômes recensés est en baisse au Cameroun. Ils étaient 33 au terme de la session du 6 mars 2014. Les travaux de ce lundi de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger parlent d'un seul cas sur les 223 dossiers en examen en provenance de 29 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Il y a 45 qui ont été rejetés par les sous-commissions techniques pour cursus irrégulier. C'est-à-dire que nous avons des demandes d'équivalence des diplômes supérieurs qui n'ont pas rempli les conditions initiales. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers cette redoutable commission, s'attelle à voix claire sur l'authenticité des diplômes et aussi le cursus académique. Elle a en mémoire ces citoyens du monde, parfois titulaires d'une licence sans pouvoir justifier d'un baccalauréat. Les résolutions de la 71e session recommandaient la transmission des dossiers à plusieurs administrations, dont celle de la justice. Nous sommes tous informés qu'il y a des directeurs généraux et des grands responsables de sociétés qui ont été licenciés et à qui on a demandé de rembourser les salaires reçus pendant 10-15 ans. Et sur ce terrain des équivalences, la commission se fait désormais plus assidue et elle ne reculera devant rien.
Allons maintenant voir le développement de l'industrie aéronautique chinoise. Pour comprendre qu'au-delà des MA60, l'Empire du Milieu est aussi engagé dans l'assemblage d'autres aéronefs tels que l'Airbus 320 et les Boeing 747. Reportage. La Chine et l'aviation civile, une histoire qui date des années 70, année de conception de la Y10, ce gros appareil, 4 moteurs à réaction, 170 places, une propriété intellectuelle 100% chinoise. Le projet de cet avion est mort à cause des rivalités politiques. À la Shanghai Aircraft Manufacturing Corporation, l'avion est désormais classé pièce de musée. Tout à l'opposé de cette dernière trouvaille, la Chine l'a baptisé ARJ-21, Advanced Regional Jet for 21st Century. Et c'est passé avec succès en attendant certification. Déjà 253 commandes à travers le monde. On dit de cet aéronef qu'il est économique, écolo, le modèle le plus avancé dans l'aviation chinoise. En visitant l'usine de l'intérieur, on découvre alors que la Chine monte et assemble même les Airbus 320 et les Boeing 747 dans le cadre d'une sous-traitance passée avec ces gros fabricants. Les avions ne sont pas construits au hasard. Les avions sont construits suivant des normes internationales très rigoureuses. Et la Chine, de ce point de vue, a déjà un savoir-faire et un savoir qui commande beaucoup de respect. On retombe dans la polémique autour de la fiabilité de la MA60. Tous ceux qui parlent de cet appareil, combien ont été ou connaissent cet appareil? Quand on est un expert, ça veut dire que vous avez appris, vous avez connu et vous pouvez parler. Avec 50 000 vols par jour, la Chine développe une technologie de pointe dans le domaine de l'aviation. Elle veut aussi conquérir le ciel. En sport, l'Observatoire de la presse étrangère nationale organise depuis ce matin les journées de la Coupe du Monde du Brésil au Cameroun et en prélude à cet événement qui aura lieu demain à travers une conférence débat qui se tient au Hilton Hotel demain, je l'ai dit demain. Une conférence de presse a donc été donnée aujourd'hui à l'initiative des organisateurs de ce rendez-vous sportif. Sur l'opportunité de cette rencontre avec les médias, nous vous proposons de suivre M. Nta Habitant au micro d'Alain Ebel-Olinga et Thierry Kamto. Comme un think tank et puis bon, le Cameroun Press Forum, comme on l'a dit, c'est une plateforme d'échange entre les décideurs, les diplomates, les chefs d'entreprise, les hommes de culture et tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à échanger avec le monde des médias. Donc c'est une plateforme d'échange. La Coupe du Monde de Brésil 2014 et le départ des Lions indomptables vers le pays du football est marqué par cette vive polémique entre l'Africafoot et les Lions indomptables et cette prime qui divise. C'est l'objet de la suite de ce journal à Douala Jean-Jacques Zeu avec cette interrogation centrale. Qu'est-ce qui a pu amener les Lions à retarder le vol qui devait les amener au Brésil? D'abord, une première réponse. Derrière cette interrogation, Debo Andébé, les Lions sont effectivement arrivés au Brésil. Et on a annoncé en ouverture de ce journal des images exclusives venant justement du Brésil. Bouba Ngomna a filmé et il a vécu les premières pages justement des Lions indomptables sur cette terre baptisée terre de football. On va essayer de se connecter au Brésil pour revivre ces grands moments de l'arrivée de l'équipe nationale du Cameroun. Ils étaient attendus ici depuis hier. Ils sont encore attendus aujourd'hui, les Lions indomptables du Cameroun. Après la petite grève de Yaoundé, le dispositif s'implante ici pour accueillir les Lions indomptables qui sont attendus d'un moment à l'autre. Je suis venu attendre les Lions indomptables. On a toujours confiance. Nous avions confiance aux Lions. Oui, nous avions confiance. On garde la confiance. Oui, bonjour. Moi, j'ai fait le déplacement depuis Paris pour venir supporter donc cette équipe. Donc déjà, j'étais avec eux au Portugal. J'étais aussi à Mönchengladbach dernièrement. Et puis, j'ai fait le déplacement jusqu'ici au Brésil. Je suis venu supporter mes frères, les Lions indomptables. Le dispositif sécuritaire est déjà planté. Dans quelques minutes seulement, ce sera la sortie des Lions indomptables. Les Lions indomptables qui sont attendus ici depuis déjà plus de 24 heures. On n'attend plus que les Lions, dans la mesure où l'équipe nationale d'Australie a déjà rejoint Victoria. Et finalement, on peut apercevoir le bus affrété pour
la délégation des Lions indomptables du Cameroun qui est arrivée ici à l'aéroport de Victoria. Un bus qui a été mis à la disposition de cette délégation camerounaise par la FIFA. Et on peut peut-être déjà voir à distance dans ce bus le sélectionneur national Volko Finke qui est juste accompagné. Juste à côté de lui, et bien sûr, on peut voir peut-être un vide. Voilà, effectivement, Achille Webo avec Choupo-Moting, par exemple, qu'on a vu, sous forte escorte, direction, bien sûr, l'hôtel des Lions indomptables. Ce sera, bien sûr, au Sheraton Hotel. On peut également voir les responsables de la FIFA tout au long de ce cortège qui va immédiatement s'ébranler en direction, bien sûr, de l'hôtel Sheraton. Ils sont bel et bien là. Ils sont arrivés à Victoria. Plus de peur que de mal, malgré la grève qui a eu lieu du côté de Yaoundé. Les Lions indomptables ont regagné Victoria, où ils vont devoir s'entraîner pour la suite de cette compétition. Voilà, c'est l'ambiance qui règne devant l'hôtel Sheraton, l'hôtel qui devra donc abriter les Lions indomptables durant leur séjour ici à Victoria. Patient Tiantou, Divin Tarike, Dominique Biyina, Boubangomna, envoyés spéciaux Canal 2 International. Ils sont donc désormais au Brésil, l'équipe nationale du Cameroun. On a senti l'émotion dans ce reportage et la grande attente des Camerounais de ce côté-là, parce qu'il y a eu un week-end suffisamment tumultueux à Yaoundé. Après le match face à la Moldavie, quelques événements surprenants sont enregistrés à Yaoundé avec cette affaire de primes. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de problèmes de primes à la veille d'une compétition au Cameroun. Et du coup, la question est là. Christian, d'abord, à qui la faute? Chasser le naturel, il revient au galop. On pensait avoir tout vu et entendu autour des scandales à répétition associés à la tanière des Lions indomptables. C'était sans compter avec les vieilles habitudes tenaces autour de la gestion, ainsi que les appétits aiguisés qui entourent cette équipe nationale à la veille des grandes compétitions auxquelles elle prend part. Comme pour les campagnes de 1990, 94, 98, 2002 et 2010, les Lions ont joué leur mondial avant le mondial. Et comme d'habitude, cette partition-là s'est tenue très loin des stades, lieu par excellence de leur expression technique. On croyait l'union sacrée de retour au sein et autour de la tanière. On avait même fini par retrouver l'espoir au regard des dernières sorties de ces Lions, footballistiquement parlant bien sûr. On était presque rassuré sur la question des primes au regard du discours des responsables du ministère des Sports et de ceux du comité de normalisation installé à la FECAFOOT pour exorciser justement les vieux démons. Que s'est-il donc passé? Quelle mouche aurait piqué la bande à Samuel Eto'o pour un tel revirement 24 heures après des remerciements adressés au gouvernement? Pourquoi gouvernement et fédération n'ont-ils pas pris des dispositions à temps pour éviter pareille humiliation planétaire à la patrie? Avait-on enfin besoin de traîner un peu plus d'1 milliard en espèces sonnantes et trébuchantes et en mondiovision pour payer la prime querellée? Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres se trouvent sans aucun doute entre les mains des acteurs de ce mélodrame qui semble se répéter de génération en génération autour du filon d'or que représentent les Lions indomptables dans notre pays. Une chose est néanmoins certaine, le football dans notre pays semble avoir créé des monstres prêts à terrasser la patrie. Au-delà des responsabilités sur la question, on aura au moins, dans ce feuilleton, digne des plus grands scénarios hollywoodiens, retenu la grande solidarité des joueurs face à leurs revendications. Cette solidarité-là avait grandement fait défaut durant la campagne sud-africaine sur le plan sportif. 24 ans après l'été italien, la fronde de 2014 serait-elle annonciatrice d'un bel été brésilien? La question mérite d'être posée. Croisons les doigts en attendant de tirer les leçons de cet autre imbroglio autour des Lions indomptables au terme de la campagne brésilienne qu'on espère prolonger pour le peuple cette fois-ci.
Dans tous les cas, avec Boubangoum et les autres tout à l'heure, Canal 2 International annonce des programmes qui vont vous permettre de vivre tous les grands moments de cette Coupe du Monde de football avec les plateaux chaque avant-match pour décrypter un peu les forces en présence, les plateaux chaque après-match pour comprendre les différents scores. Vous aurez en tout cas un ensemble de programmes pendant tout un mois au cœur justement du mondial brésilien. Après la mort du Kombi au Cameroun, le Dja est devenu la grande fierté de la flotte nationale du Cameroun. Camerco, naturellement, s'occupe de cet appareil qui était en révision depuis environ un mois. L'avion a retouché le tarmac de l'aéroport international de Douala aujourd'hui. Une grande fierté, un grand retour après justement ses soins. Mireille Flormané. Accueilli comme l'enfant prodige, le Boeing 767-300, le Dja de la Cameroun Airline Corporation, a atterri ce 9 juin sur le tarmac de l'aéroport international de Douala à 17h30. Le Dja est de retour après un mois de révision à Addis Abeba en Éthiopie, après 18 mois d'opération. La révision, ce n'est pas que l'avion ait une panne quelconque. C'est comme une voiture, vous l'envoyez en visite technique, même lorsqu'elle n'a pas de panne. Vous avez eu à voir vous-même la beauté de l'avion, la peinture à l'intérieur. Vous avez vu que c'est tout neuf. Vous êtes allé jusqu'en cabine. La révision, elle a été faite. L'avion est revenu. Cet avion arrive à point nommé après l'incident de samedi dernier à Paris. Un avion qui a la capacité de faire Paris-Douala, Douala-Paris sans problème, d'après les experts. Et c'est cette version qui est vraiment très utilisée sur le plan continental, surtout pour relier des vols intercontinentaux, puisqu'ils arrivent à vous faire près de 11 000 km de vol en continu. C'est-à-dire qu'il peut vous faire un Douala-Paris-Douala, vraiment en tenant prévision de la haute saison. Ils ont anticipé sur le planning de visite de classe C. Donc la visite de classe C, le check C a été fait en anticipation pour prévoir une disponibilité de l'avion dans la grande saison. Soulignant que le Dja constitue l'un des avions de la flotte de la compagnie nationale. Cet engin transporte 211 personnes, soit 18 en business, 12 en premium et 181 en classe éco. La seconde bonne nouvelle du côté de Camerco, la presse a beaucoup parlé de cet appareil qui a été saisi du côté de l'Occident. Eh bien, les 700 millions de francs CFA qui étaient demandés ont été reversés par Camerco et donc l'avion va naturellement revenir sur sa terre camerounaise. Alors, en République centrafricaine où l'opération justement de dépôt des armes n'a pas porté beaucoup de fruits, initiée par le Premier ministre, il s'agissait pour tous les Centrafricains de Bangui de ramener dans les différentes communes les armes, mais au regard justement de la moisson, on ne peut pas dire qu'il y avait abondance. C'est avec nos correspondants ITV. Peu d'affluence dimanche pour l'opération de désarmement lancée par les autorités dans différents quartiers de Bangui. Un désarmement volontaire et non rémunéré, un appel lancé au civisme des citoyens. Ceux qui sont venus volontairement, sans rien demander, déposer leurs grenades et les munitions qui sont là, ce sont vraiment des gens engagés dans la paix et il faut les encourager. Quelques centaines de balles, des armes hors d'âge et d'usage. Au PK5, le quartier musulman, une soixantaine de grenades, des fusils, des machettes et des arcs ont été récupérés. Dans les quartiers chrétiens s'ajoutent des roquettes, quelques obus et des munitions. Au bout de la journée, la récolte est maigre. Il n'y a pas vraiment d'engouement. Les gens ne viennent pas vraiment avec les armes qu'on entend crépiter dans Bangui. Il n'y a que des grenades, quelques grenades, des BRI, des munitions. Donc c'est pour dire que, très franchement, c'est un peu difficile. Malgré cette campagne gouvernementale et la présence des militaires de l'Union africaine, la population et les milices refusent de désarmer. Place de la réconciliation, la colombe de la paix n'est pas prête à s'envoler. Et puis pour le retour de la paix en Israël, un événement inédit le week-end dernier où les présidents israéliens et palestiniens se sont retrouvés autour du pape François et l'effet de prier justement pour le retour de la paix en Israël, comme on l'a dit. Reportage. Le pape François a tenu parole et réussi l'initiative lancée lors de son déplacement à Jérusalem fin mai. Face à l'impasse du processus de paix au Proche-Orient et l'impuissance des hommes à lui trouver une issue, il a accueilli Shimon Peres, 90 ans, président honorifique d'Israël, et Mahmoud Abbas, 79 ans, président de l'autorité palestinienne, au Vatican pour une invocation pour la paix.
Reçus en toute simplicité à la résidence Sainte-Marthe, les deux hommes se sont donné l'accolade, puis une fois rejoints par le patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomée, ils se sont rendus sur les lieux de la rencontre, dans des jardins loin de signes religieux qui auraient plutôt compliqué la démarche. Pour le chef de l'Église catholique, il ne s'agissait ni d'une prière interreligieuse, ni d'une médiation qui serait une folie. Pour faire la paix, il faut du courage. Bien plus que pour faire la guerre. Un message que les deux responsables israéliens et palestiniens n'ont pas hésité à reprendre. J'ai fait l'expérience de la guerre et j'ai goûté à la paix. Je n'oublierai jamais les familles endeuillées, parents et enfants, qui ont payé le prix de la guerre. Et de ma vie, je n'arrêterai d'agir pour la paix. Ô Seigneur, apporte une paix globale et juste à notre pays et toute notre région, afin que notre peuple, tous les peuples du Proche-Orient et de la planète entière puissent en apprécier les fruits. Sans précédent dans l'histoire d'un conflit vieux de 66 ans, ce rapprochement spirituel s'est accompagné d'un geste matériel. Dans ce même jardin, près des musées du Vatican, les quatre hommes ont planté ensemble un olivier, symbole de paix depuis l'Antiquité grecque. Rendez-vous de Canal 2 International ce soir à 22h15. Retrouvez la rédaction et les programmes de sport. Ce sera l'émission Grand Stade de David Sandio. Juste après, vous retrouverez la rediffusion du programme dominical Canal Presse. Mesdames et messieurs, on vous dit merci d'avoir regardé cette édition du 20h. Merci de passer une magnifique soirée sur votre chaîne de télévision, naturellement.